Des réformes dans le secteur de la santé. On va, si vous le permettez bien, Monsieur le Président, parler des réformes. On va commencer déjà par le secteur de la santé avec la dernière décision prise en Conseil des ministres qui demande justement et expressément, je dois dire, aux agents de la santé assis entre deux chaises, de choisir entre le privé et le public. Pourquoi est-ce que vous aviez décidé d'une telle mesure aussi radicale quand on sait que récemment aussi, il y a quand même une décision qui le permettait, en tout cas pour ceux qui étaient agents de la fonction publique, d'envisager en tout cas de travailler d'une manière ou d'une autre dans le privé. Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité des soins dans nos centres de santé publics? Est-ce que vous êtes satisfait? Moi, mon sentiment est que les Béninois ne sont pas satisfaits de l'offre de soins dans les centres de santé, les hôpitaux publics. Et cela n'est pas lié à leur humeur, c'est la réalité. Nous le savons tous. Et pourtant, l'État du Bénin, depuis des décennies, a investi massivement dans la formation des médecins. La plupart des médecins qui sont aujourd'hui sur le territoire national ont été formés avec l'effort national. Et ils sont déployés dans les centres de santé publics. Ils ont des salaires. Et comme cela se fait un peu partout dans le monde, on leur permet de pouvoir faire de la prestation de consultation ou d'intervention dans les centres de santé privés. C'est dans l'espoir qu'ils puissent concilier les deux choses. La satisfaction de leurs obligations au profit du public, de l'État, et leurs prestations dans le secteur privé pour arrondir davantage leur fin de mois et également mettre leur science au service de ceux qui vont dans les établissements privés. C'est noble. Mais nous sommes confrontés à une chose. Nous avons tout perverti au Bénin depuis si longtemps. Vous savez, dans tous les pays du monde, dans toutes les communautés humaines, la tendance au travers est une réalité. Ça ne caractérise pas que le Bénin. Mais pourquoi ailleurs, cette tendance ne gangrène pas la cité complètement? C'est parce qu'on sait les arrêter au moment où il faut. On sait instaurer des procédures, des règles, des normes et la sanction qui permet au travers, c'est-à-dire à nos travers individuels, de ne pas s'exprimer, de ne pas devenir dominant. Mais nous avons tout perverti au Bénin. Et dans ce domaine qui est un domaine sensible, les médecins qui sont dans le secteur public, qui sont des agents permanents de l'État, qui sont des contractuels de l'État, qui ont la possibilité d'aller exercer ponctuellement et de manière marginale dans le secteur privé, ont délaissé complètement leur sacerdoce et consacrent l'essentiel de leur temps, de leur énergie, de leur volonté aux soins qu'ils donnent dans le secteur privé parce que cela leur apporte une rémunération complémentaire. De sorte que ce que leur paye l'État avec les impôts des uns et des autres, ils ne donnent plus la contrepartie de ces salaires. Mieux, comme ils sont présents dans les hôpitaux, ils sont censés être au service de nos concitoyens qui viennent dans ces centres, l'État a l'impression que le personnel est présent et ne trouve pas le besoin de recruter davantage. Or, ils y sont à peine. Ce constat, il est largement partagé par tout le monde. Je vais faire une parenthèse. Parfois, on entend dire que le plateau technique des centres de santé publique n'est pas à la hauteur de l'offre de soins, de l'attente de nos concitoyens, de l'attente des patients, des malades, et que les médecins n'ont pas de quoi exercer leur science au service des patients et des malades. Mais quel est le centre de santé privé dont le plateau technique au Bénin est supérieur à celui des hôpitaux publics? Il n'y a pas un seul centre de santé privé au Bénin qui dispose d'un plateau technique meilleur, supérieur à celui du public. Mais pourquoi il déploie autant de zèle et de présence dans le privé au détriment du public? Donc la raison du plateau technique obsolète du secteur public n'est pas fondée. Un médecin qui a du talent, qui veut respecter son sacerdoce, il sait travailler même à main nue. Ce n'est pas le plateau technique qui fait la médecine, le plateau technique accompagne le médecin. Ce qu'on attend d'un médecin, c'est son dévouement au service des patients. Donc,
nous observons que nos médecins, contractuels de l'État, délaissent le service public. On a totalement perverti le système. On fait quoi? Les tests existent et interdisent la chose, et réglementent. Nous allons dire que non, on repart avec les mêmes tests, nous essayons de mettre en place des organes de suivi et de contrôle avec les mêmes personnes. Et au bout de 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans, la chose ne va jamais s'améliorer. Nous avons voulu prendre une mesure radicale parce que nous savons qu'elle sera efficace et nous allons faire tout ce qu'il faut pour que le service public retrouve sa noblesse. Monsieur le Président, l'autre réforme qui aura fait couler beaucoup d'encre et continue encore, c'est la réforme du secteur pharmaceutique. C'est vrai que récemment, il y a eu des nominations, mais où est-ce qu'on en est? La réorganisation du secteur pharmaceutique est en cours. Nous avons fait venir des experts qui nous accompagnent dans la répartition des rôles et dans l'implantation au Bénin de laboratoires de renom pour que l'État ait les moyens de faire les contrôles qui s'imposent en matière de médicaments. On n'en avait pas. C'est aussi insuffisant de la part du gouvernement. Donc nous sommes en train et je pense que dans les prochaines semaines, les nouveaux tests vont sortir. Mais on note déjà cette amélioration. Moi j'ai entendu une dame il y a 2 semaines me dit « Monsieur le Président, je ne commande plus les médicaments en France. » Et je ne sais pas si c'est psychologique, mais depuis, nous avons l'impression, alors il m'a dit, nous avons la certitude que les médicaments que nous vendons désormais sont de meilleure qualité. Si c'est purement psychologique, c'est tant mieux. C'est dommage. Mais je pense effectivement que le comportement des uns et des autres ne sera plus jamais le même qu'il y a quelque temps. Des réformes dans le domaine de l'éducation. Monsieur le Président, je me rappelle comme si c'était hier, lors de votre campagne, vous étiez passé à Radio Tokwa et vous aviez décrié le système éducatif béninois. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, puisque bientôt nous atteindrons les 3 ans de gouvernance, quelles sont vos observations aujourd'hui? Mon constat est encore plus amer que ce que je ne pensais. Le niveau de nos enfants n'est pas bon, notamment au primaire. Et puis au secondaire, c'est pareil. Vous savez, je ne peux pas croire que les Béninois que nous sommes, les adultes que nous sommes, que nous faisons des enfants qui sont plus bêtes que nous. Ce n'est pas possible. La race humaine s'améliore. Théoriquement, les enfants sont amenés à être plus intelligents que leurs parents. Parce qu'ils ont une condition de vie meilleure, ils mangent mieux, on les soigne mieux. Donc, tout leur potentiel se développe mieux que celui de leurs parents, de leurs géniteurs. Donc, théoriquement, nos enfants sont plus intelligents que nous. Mais voilà que, si on fait une comparaison dans le monde et dans la sous-région, le niveau scolaire des enfants, le niveau des acquis de nos enfants est plus bas que celui des autres pays. Je vais vous donner un exemple qui fend le cœur. Le programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays de la francophonie, le PASEC, a fait une évaluation en Afrique de l'Ouest et centrale et sur 10 pays recensés, les pays de l'UMOA, plus le Tchad, le Cameroun, le Congo, on a évalué le niveau des acquis de nos enfants du primaire. Les enfants du Bénin, jadis quartier latin de l'Afrique, les enfants du Bénin sont avant-derniers sur 10 pays de la francophonie, sur un échantillonnage représentatif de la réalité nationale. Nos enfants sont avant-derniers sur 10 pays de la francophonie. Cela nous interpelle. Nous ne pouvons pas croiser les bras devant une telle situation. En 2014, comme en 2015, nos enfants ont été admis à 90% au CPE. Est-ce que vous vous rappelez de ça? 90%. Oui. Le niveau d'évaluation qui a eu lieu en 1994, moins de 40% des enfants avaient atteint le seuil de connaissances requis en mathématiques. Moins de 40% ont atteint le seuil minimum. Et en français, ceux qui ont atteint ce seuil, c'est environ 50-55% en 1994. Mais 90% de nos enfants, après les examens du CPE, ont été déclarés avoir acquis le minimum. Et ce sont ces enfants qui sont allés au collège et qui traînent cet art au collège. Et ce sont ces enfants qui vont rentrer à l'université. Et nous nous étonnons que notre pays ne se développe pas, que notre pays recule.
Quand Monsieur vous avez le Président, fini de faire ce Oui. constat, Oui. quelle est l'ambition que vous nourrissez alors pour ce système éducatif? Nous n'avons pas le choix. Nous allons commencer par le plus bas et remonter. Nous allons devoir former, bon gré mal gré, nos enseignants du primaire. Nous allons devoir renforcer leurs compétences, leurs capacités. Et c'est pour ça que nous avons organisé récemment des tests d'évaluation pour apprécier le niveau de chacun et savoir ce dont chacun a besoin. Il y en a qui sont bons en mathématiques, il y en a qui sont bons en français, il y en a qui ne sont pas bons dans les deux. Et nous avons besoin de déterminer le niveau de renforcement de capacité nécessaire à adapter à chacun de nos enseignants du primaire. C'est très ambitieux, c'est coûteux, mais nous n'avons pas le choix. Sinon, nous compromettons l'avenir de notre pays. Du niveau d'exécution du programme d'action du gouvernement. Alors, parlons à présent, Monsieur le Président, du programme d'action du gouvernement, lancé en décembre 2016. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Quelles sont les infrastructures déjà réalisées? Quels chiffres pouvez-vous avancer à vos compatriotes comme étant celui du niveau d'exécution du programme d'action du gouvernement? Nous avons beaucoup avancé. Je ne suis pas nature, moi-même quelqu'un d'impatient. Je ressemble à mes concitoyens qui sont très impatients également. Mais l'impatience ne doit pas nous amener dans la précipitation. Mais je veux vous faire comprendre, et ça, tout le monde le voit, on entrevoit déjà ce qui va être visible sous peu, ça s'entrevoit. Il était important pour nous de bâtir les fondamentaux permettant le développement durable dans tous les domaines. Quand l'éducation va mal, quand la santé va mal, quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas de route, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas sortir de la pauvreté. Vous avez beau avoir du génie en vous, pour les peuples, pour les nations, il y a des investissements de survie, des investissements sur les fondamentaux qui sont impératifs. Et c'est cela qui jusqu'à aujourd'hui nous manque. On veut créer des emplois, on dit qu'on n'a pas d'emplois, on veut créer des emplois. Mais qu'est-ce qui permet l'implantation des entreprises créatrices d'emplois? C'est le niveau de compétence de ceux qui sont dans le pays. C'est l'énergie, ce sont les routes, ce sont les pistes, c'est l'Internet. Quand vous n'avez pas de route, quand vous n'avez pas d'eau, quand vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez créer aucune entreprise. Et vous ne pouvez créer aucun emploi. Donc il est nécessaire que nous utilisions nos ressources pour d'abord construire, investir dans les piliers, les fondamentaux permettant le développement. C'est ainsi que nous consacrons depuis 2 ans et demi l'essentiel de nos ressources, les économies que nous faisons sur les uns et les autres, en supprimant les primes, en assainissant les finances publiques pour qu'il y ait plus de coulage. Vous savez, je vais vous amuser un petit peu. Les coulages, tout ce qui est perçu de manière indue. Nous savons très bien qu'une bonne partie sert à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. L'argent mal gagné est recyclé, est dépensé une bonne partie dans le pays. Donc permet aux uns et aux autres d'avoir un meilleur bien-être. Mais ce qui est perçu de manière indue, que maintenant nous économisons tous, ne permettons plus les coulages. Ce que nous économisons, c'est avec ça que nous donnons le repas aux enfants dans certaines écoles. C'est avec ça que nous avons réglé le problème de l'électricité, parce que nous avons dû dépenser des dizaines de milliards pour assurer le minimum que nous avons aujourd'hui, avec des centrales mobiles. Nous sommes en train de construire des centrales à Maria-Gleta pour remplacer les 40 milliards qu'on a perdus dans le passé. Et nous avons une deuxième centrale qui va être construite. Pour les faire, nous avons besoin de mobiliser des ressources extérieures, mais également des ressources locales. Et c'est avec ces économies que nous finançons ça. L'eau, c'est pareil. Nous avons commencé le programme d'eau un peu partout dans le pays. Nous avons mobilisé près de 300 milliards de francs CFA et beaucoup d'appels d'offres sont lancés. Vous voyez dans les journaux, des appels d'offres pour les travaux, pour les études. Nous sommes dans la phase maintenant de mise en œuvre. Cet argent, ce n'est pas simplement, ce n'est pas des dons, c'est une partie de nos ressources propres. Et c'est une partie de financement parce que les organismes qui financent ont vu que nous faisons des efforts, que nous avons les moyens de mobiliser des ressources aujourd'hui et que nous sommes capables de payer désormais nos dettes. Donc, ils nous prêtent davantage. C'est pareil pour les routes.
Vous avez vu ces derniers temps, nous avons lancé le programme d'asphaltage. On vient de signer les contrats avec les entreprises. Ça a mis 2 ans, les études. La mobilisation des financements, mais ça y est, les contrats ont été signés, les entreprises vont démarrer donc dans les semaines à venir les travaux dans nos grandes villes d'assainissement, du bitumage, du pavage des voies. C'est autant de choses qui sont nécessaires que nous devons faire de manière impérative maintenant pour que nous puissions poser les bases d'un développement réel. Ce qui veut dire que demain, quand vous allez acheter une voiture, que vous allez circuler dans nos villes, vous ne serez plus contraint de changer vos rotules, vos crémaillères au bout de 4 ou 5 ans. Quand on achète une voiture en Allemagne et en France, parce que nous avons les venus de France qui ont 20 ans, 30 ans, les Français, ils ne savent pas ce que c'est que des rotules sur un véhicule, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne changent jamais ces choses-là. Et les voitures ne sont pas faites pour rouler dans des trous. Donc, voilà quelque chose qui nous appauvrit au quotidien parce qu'on n'a pas fait les investissements nécessaires. Donc, il faut qu'on mobilise nos ressources d'aujourd'hui, quitte à ce que nous faisons des économies sur nos conforts de vie, même si c'est indu, pour faire ces investissements qui, demain, vont nous permettre d'améliorer nos conditions de vie. J'espère, et je suis certain de cela, que dans quelques années, une fois que, après 2021, tous les Béninois auront de l'eau potable, parce que le programme est en cours, effectivement, je suis heureux de le constater, de vous le dire, nous avons aujourd'hui les moyens de satisfaire, avant 2021, l'essentiel des besoins en eau potable de nos concitoyens. Quand nous aurons fini, après, nous ne ferons plus d'investissements aussi massifs dans le domaine de l'eau. Nous ferons seulement quelques investissements d'ajustement au fur et à mesure que la population va croître. Et nous n'aurons plus besoin de mobiliser à la fois 400, 500 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, c'est ce à quoi nous sommes confrontés. C'est pareil pour les routes. Aujourd'hui, il faut des centaines de milliards pour faire le minimum. Dans quelques années, il nous faudra seulement par an, peut-être 50, 60 milliards pour faire les nouvelles pistes, pour entretenir l'existant. On n'a plus besoin de penser autant. C'est pareil dans tous les domaines. Nous n'avons construit aucun fondamental dans aucun domaine. C'est pour ça que nous avons besoin de tant de ressources maintenant au détriment de notre confort. Dans quelques années, nos ressources publiques vont servir à améliorer nos revenus, à améliorer le panier de la ménagère. J'entends souvent le dire. Je ne pensais pas au panier de la ménagère. Je dis, j'y pense. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord assurer le minimum pour tout le monde, même par lequel nous allons demain consacrer nos ressources à venir pour améliorer nos revenus. Mais aujourd'hui, les investissements de survie sont indispensables. Mais le Bénin, on le voit, va déjà mieux, ira mieux et demain la vie sera meilleure. Vous savez, dans le domaine de la sécurité, est-ce qu'il n'y a pas déjà un changement? La sécurité de nos concitoyens dans nos villes, nos campagnes, s'est améliorée. C'est coûteux, c'est dur aussi pour les agents de police parce que nous sommes trop rigoureux, mais les résultats sont visibles. Je l'ai dit pour l'eau, je l'ai dit pour l'asphaltage, je l'ai dit pour les ordures, le débarrasser nos grandes villes des ordures. Ça y est, on a lancé les appels d'offres. Nous allons signer dans les prochains jours les contrats et les entreprises vont investir dans les équipements, dans les usines de traitement et dans quelques années, nous n'aurons plus nos ordures dans la figure, comme c'est le cas aujourd'hui et les gens ne sachant pas où les amener, les mettent dans les caniveaux. Toutes choses encore qui compromettent la propreté et l'assainissement de nos villes. Mais parfois, ils n'ont pas tort. Parfois, c'est parce que l'État est défaillant. Collectivement, nous n'avons pas organisé l'enlèvement des ordures dans nos rues, dans nos maisons, dans nos quartiers. Vous savez, quand il y a une grève des éboueurs en France, vous qui voyagez, qu'est-ce que vous observez? En 2 ou 3 jours, toutes les rues sont jonchées d'ordures. Partout. C'est pour dire quoi? Que parfois, nos concitoyens n'ont pas tort, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs ordures. Parce qu'on n'a pas fait les investissements nécessaires. C'est cela que nous faisons, et depuis quelque temps, nous voyons déjà. Lisez les journaux, vous allez voir que nous avons lancé les appels d'offres dans tous les domaines, que certains travaux ont démarré, qu'il y a déjà quelque chose de visible qui se fait. Quand vous ouvrez tous ces chantiers et que vous n'arrêtez pas de courir pour la mobilisation des ressources, est-ce que les ressources sont disponibles pour mettre en exécution tous ces projets que vous nous faites miroiter? Oui, madame, les ressources nous parvenons à mobiliser pas tout ce dont nous avons besoin, pas tout ce que nous voulons, parce que malheureusement, notre condition générale de fonctionnement, le produit intérieur brut, nos ressources propres, les impôts que nous collectons, ne suffisent pas pour que nous puissions avoir
la masse d'argent dont nous avons besoin pour tout régler en une fois. Si on pouvait trouver un bon donateur pour nous donner tout ça à la fois, on prendrait. Mais malheureusement, les organismes de financement tiennent compte de votre capacité de remboursement. Mais nos efforts sont appréciés par les partenaires. Vous avez vu la notation des agences qui est sortie il n'y a pas longtemps. En 2 ans, le Bénin a fait des efforts extraordinaires que la communauté internationale reconnaît. Peut-être que vous ne le savez pas. Le FMI, de concert avec la Banque mondiale et les Nations unies, ont décidé de faire une étude diagnostique, faire l'évaluation des pays en voie de développement quant à leur capacité d'atteindre des ODD. Parce qu'ils disent qu'il y a des pays qui n'ont pas de ressources naturelles, qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de diamants, qui n'ont pas de forêt, et qui ne peuvent compter que sur leurs impôts, l'effort de leurs concitoyens. Mais voilà qu'aujourd'hui, ils sont pauvres. Alors, quand les gens sont pauvres, ils cotisent moins dans la cagnotte publique. Donc, on collecte peu d'impôts sur des populations qui sont déjà pauvres. Alors, comment faire pour que ces pays aient les ressources qu'il faut pour satisfaire le minimum? Donc, c'est une question qui préoccupe les organisations internationales. Et ils ont décidé de faire une étude, prendre quelques pays témoins, et des pays dans lesquels l'effort de gouvernance est une réalité. Parce qu'il ne faut pas que les ressources mobilisées au plan intérieur, au plan international, soient gaspillées aussi. Donc, quels sont les pays dans lesquels il y a un potentiel, une énergie, une volonté de bonne gouvernance, dans lesquels, s'il y a un effort, une solidarité internationale, cette solidarité peut permettre l'atteinte rapide des ODD. Et ils ont choisi 5 pays dans le monde. 2 pays en Afrique, 2 pays en Asie et 1 pays en Amérique. Et en Asie, ils ont choisi le Vietnam et l'Indonésie. C'est des pays qui font référence. En Afrique, ils ont choisi 2 pays. Lesquels, selon vous? Le Bénin et le Le Rwanda. Bénin et le Rwanda. Le Bénin et le Rwanda. C'est extraordinaire. C'est pour dire à vous qui faites l'opinion que ce que nous faisons, c'est pas mal, c'est bien. Ce que nous faisons nous permettra de sortir de ce développement bientôt et plus vite qu'on l'imagine. Nous devrons continuer l'effort parce que ça commence déjà à porter des fruits. J'ai dit que nous sommes sur le bon chemin et que notre pays ira mieux dans les temps à venir et ça commence déjà à s'entrevoir. Du volet social. Monsieur le Président de la République, nous venons d'écouter quelques-uns de nos concitoyens qui sont revenus sur certains volets du PAG et sur l'impact de ce qu'ils ressentent dans l'application de ces programmes-là. Comment réagissez-vous après les avoir écoutés? C'est plutôt encourageant. Je sais que mes concitoyens, malgré les difficultés du quotidien, commencent à comprendre ce que nous faisons. Je note également qu'il y a encore beaucoup d'insatisfaction, ce qui est normal. J'ai entendu la dame qui a parlé de microcrédit, on va en parler tout à l'heure, mais ce que je note de manière globale, c'est que nos concitoyens comprennent le bien fondé de nos efforts et cela est de nature à nous encourager. Est-ce que l'État a aujourd'hui la capacité de donner 2 repas au lieu d'un? Oui, j'ai entendu cette concitoyenne qui a parlé de pouvoir donner aux enfants 2 repas au lieu d'un seul. Et ça m'a fait plaisir qu'elle ait demandé cela. Ce qui veut dire qu'elle voit le bien fondé de ces cantines scolaires et du seul repas que nous donnons aux enfants. C'est vrai, l'idéal pour les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de leur assurer 2 ou 3 repas par jour. Si l'école peut le leur apporter, c'est une bonne chose. Certains enfants peuvent avoir un repas à la maison et à cause de la distance de l'école, peuvent se contenter d'un seul repas. Mais ce que je voudrais lui répondre, c'est que nous voudrions bien le faire. Mais aujourd'hui, pour les moyens que nous consacrons aux cantines scolaires, la priorité, c'est de donner aussi aux autres enfants qui attendent au moins un repas aussi. Pour la rentrée prochaine, nous allons doubler le nombre d'écoles concernées, donc nous allons doubler le nombre d'enfants concernés. Donc au lieu de donner 2 repas chauds aux mêmes enfants, nous pourrions faire jouer la solidarité et utiliser les moyens pour donner encore un repas à d'autres enfants en plus. Le moment viendra où nous serons capables de donner 2 repas chauds à nos enfants dans leurs écoles.
J'ai entendu quelqu'un dire comment encadrer le droit de grève aux enseignants. Je lis bien ces appréhensions. C'est-à-dire la rentrée s'annonce. Est-ce que nous ne ferons pas encore face à des grèves perlées, répétitives, qui pourraient encore handicaper l'année scolaire à venir? Je ne voudrais pas être pessimiste tout le temps. Nous avons connu l'épisode des grèves, c'est difficile, mais je pense qu'il n'y a aucune raison que nous retombions encore dans les grèves l'année prochaine. Donc pour moi, ce n'est pas une obsession. L'encadrement des grèves ou la notion de grève, non, je n'en ai pas une obsession. Et je pense que c'est vrai, nous allons le faire. Je sais que les députés en parlent, ils vont peut-être prendre l'initiative ou nous. Mais mon rôle est d'avoir un dialogue constructif avec les enseignants. Qu'on s'entende, qu'on se comprenne et que la grève ne soit pas le seul moyen de dialogue. Si nous avons approuvé le choix des députés de retirer la grève au secteur de la santé, c'est parce que dans ce domaine, la grève fait perdre des vies. La grève est préjudiciable à notre vivre ensemble et il était important que la grève ne soit pas un moyen de négociation. Nous avons besoin d'encadrer la grève de manière générale. Nous allons le faire, mais ce n'est pas pour moi une obsession.